c'est quand même quelque chose qu'on met pas dans les plaquettes, qu'on met pas dans les PowerPoint de présentation. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui, très souvent, lorsqu'on fait le parcours de quelqu'un qui vient de l'extérieur, le fait qu'il y a eu à un moment donné une touche affective avec le territoire, quelle qu'elle soit, ça peut être un conjoint, ça peut être un souvenir scolaire, ça peut être un souvenir de famille, un souvenir de vacances, simplement il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce que chez vous, Stan, c'est quelque chose qui a beaucoup compté? Oui, parce que j'ai pas mal bougé à l'international les 15 dernières années et c'est vrai que maintenant on recherche à peu près tous une meilleure qualité de vie. Donc ça fait partie des choses qu'on regardait, qui faisaient partie des critères de choix. Mais j'ai également eu un très bon contact avec Provence Promotion. Tout s'est fait assez rapidement parce que je revenais un petit peu là-dessus. On était en plein Covid. J'étais à ce moment-là en confinement sur l'île de la Réunion, pour la petite parenthèse, chez mes beaux-parents, et j'ai contacté de là-bas Provence Promotion en me disant mais si j'explorais effectivement la région sud, et il y a une réactivité, un très bon contact avec les différentes personnes de Provence Promotion, et ça m'a facilité finalement l'accès à l'information qui m'était utile. Et je suis rentré à Paris quelques jours avant la fin du confinement. Et je pense de mémoire, la fin du premier confinement, c'était le 11 mai. Le 11 mai matin, donc j'étais à Paris, je suis parti à 5 heures du matin en voiture, direction Région Sud. Et en fait, un ensemble de rencontres était organisé. Alors, j'avais des visios, mais aussi quelques rencontres physiques qui m'a permis en fait de prendre ma décision, puisqu'il y avait une décision professionnelle, donc l'attractivité du territoire, l'écosystème, l'accès aux personnes utiles qui sont paradoxalement plus faciles peut-être dans une région comme la région sud qu'en région parisienne. La possibilité de scolariser aussi mes enfants, mon épouse naturellement, toute cette dimension familiale. Et donc tous les critères étaient à peu près remplis. Donc on a pris notre décision en fait en 3 semaines. 2 mois après, je déménageais de Paris, installé facilement, et on m'a accompagné à peu près sur tout le long de mon parcours. Et on continue à nous accompagner puisqu'on s'est mis dans les réseaux de l'initiative Pays d'Aix, les contacts avec la BPI, la Chambre de commerce, et tout ça a été quand même grandement facilité par Provence Provention. Anaïs Prélo, cet aspect aussi familial quand même, 40 personnes, je ne sais pas si les 40 ont suivi, mais enfin quelques dizaines de personnes qui suivent, qui viennent, qui changent de vie, ça veut dire 40 logements, ça veut dire des enfants certainement, présents ou à venir. Comment ça se passe? Parce qu'il y a l'aspect professionnel, bon, il faut la French Tech, il faut le TGV et tout ça, mais il faut aussi organiser une vie. Et comment ça s'est passé? Alors, nous, on n'est pas l'entreprise la plus représentative, je pense, parce que notre moyenne d'âge, ça doit être 26 ans. Donc, on n'a pas eu de personnes qui ont déménagé avec des enfants, ni énormément de personnes qui ont eu à déménager en couple, puisque c'est un âge auquel on est en général, enfin des âges auxquels ils sont en général assez flexibles. Nous, on a plutôt eu les aspects positifs dans la mesure où c'était plutôt des personnes qui avaient du mal à trouver des logements à Paris, donc qui étaient plutôt en grande difficulté parce qu'ils étaient en début d'emploi avec des niveaux de salaire qui étaient corrects, mais pas incroyables par rapport au marché parisien. Donc, eux, ils ont plutôt trouvé que c'était très facile de trouver un appartement. Et c'est vrai que même moi, ça m'a fait une expérience un peu étrange de visiter un appartement en location sans avoir 20 personnes en même temps dans le salon. J'avais un peu perdu ce type d'habitude. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de... Nous, c'était vraiment facile de déménager. Mais je sais qu'on avait été très agréablement surpris par la hotline que Promotion avait mis en place pour conseiller éventuellement sur les choix d'école. Mais on n'avait pas d'enfants, pas encore pour le moment en tout cas. Donc c'était moins un sujet. Philippe Stefanini, cet aspect personnel aussi, c'est quelque chose que vous prenez en compte en tout cas pour les personnes. Et vous avez donc dans l'équipe de Provence Promotion des gens qui vont aussi essayer de défricher le terrain, parce que quand on arrive de loin, c'est pas évident de savoir où se loger, où s'installer par rapport et même trouver les locaux qui conviennent. Comment ça s'organise à Provence Promotion? Il y a Alors, quelqu'un qui a le dossier, qui passe le relais à des collègues. Concrètement, dans les coulisses de Provence Promotion, comment on fait? alors, on a créé deux marques sur le plan de l'approche. Il y a une marque qui s'appelle Invest in Provence, qui est dédiée à l'entreprise, à la décision de l'entreprise. Et il y a une marque qui s'appelle Living Working Provence, qui est dédiée aux familles.
Et alors, depuis quelques temps, on a développé une information d'aide à la décision des familles. Ce que dit Anaïs, ce que dit Stan, bien évidemment, c'est que c'est une décision qui se prend à plusieurs à la maison et il faut amener une information pour l'aide à la décision. Donc, on a cartographié les 16 bassins de vie des Bouches-du-Rhône parce qu'on a considéré qu'il fallait que le choix du logement est essentiel. Parce qu'avec le choix du logement va la scolarité des enfants et va l'emploi du conjoint. C'est vrai que si le conjoint travaille dans l'industrie chimique et que le choix du logement, c'est la Ciotat, il va y avoir de la souffrance quand même, parce qu'il va falloir traverser tout le département tous les jours. Donc, on essaye de présenter les bassins de vie pour que la décision soit la plus cohérente. Et donc, nous avons non seulement en interne de Provence Promotion quelqu'un qui est dédié, mais on travaille avec les services de la métropole, on travaille avec les services de la ville d'Aix, de la ville de Marseille. On s'est appuyé aussi avec la CCI sur l'association des provençales des exportateurs, l'APEX, parce qu'eux gèrent aussi dans un sens inverse la démarche de nos entreprises pour aller à l'étranger. Et on a sorti un nouveau package en plus de l'aide à l'information. On a développé ça pour l'accueil du siège de CEVA il y a 2 ans. On apporte un service d'accompagnement. CEVA, c'est filiale du groupe CMA-CGM, c'est ça? Voilà, qui a rapatrié le siège quand ils ont été rachetés d'Amsterdam et de Zurich. Donc, il y avait 200 personnes à accompagner en 6 mois, 200 familles. Et donc là, on a créé un package qui s'appelle Be Welcome, qui est un package pour partie payant pour l'employeur et qui permet donc de faire un traitement individuel. Voilà, donc aujourd'hui, on est armé. Il faut probablement le monter en volume parce que quand j'évoquais la marche que nous avons à franchir, notamment sur les 25 000 emplois en fonction centrale, on voit la quantité de personnes qu'on peut être susceptible d'accueillir. Ça va être un grand sujet aussi parce qu'on a une future cité scolaire internationale. Donc, cette cité scolaire internationale, ça va être 2100 places. 2100 places du cours préparatoire à la prépa. Donc, c'est tous les 10 ans seulement que la France ouvre une cité scolaire internationale. Notre cité scolaire internationale, elle va scolariser les enfants dans 5 langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe et le chinois. Et donc, on a la capacité, vous voyez, 2100, on va dire un enfant et demi par famille, on a la capacité d'accueillir 1500 familles. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut se doter aussi de la capacité de produire l'accueil. Et ça, on est vraiment dans des questions aujourd'hui de massification de nos manières de travailler. On a 2 entreprises aixoises, ça ne veut pas dire que Provence Promotion ne travaille que pour Aix. On vient d'avoir un exemple sur Marseille. Qu'est-ce qui spécifiquement attire sur Marseille? On a vu que l'urbain, mais l'urbain à dimension humaine, j'ai l'impression, attire un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas être à l'extérieur des villes, qui ont envie quand même de rester sur le territoire, mais qui veulent être dans des territoires où on peut connaître les gens, où on peut se déplacer à pied peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un changement aussi de mentalité là? Alors, c'est vrai que 2020, c'est une année tout à fait particulière. Sur les 65 projets que nous avons attirés, la première adresse qui vient dans les adresses d'implantation, c'est le centre de Marseille. Ça ne nous était jamais arrivé. La deuxième adresse, c'est le pôle d'activité d'Aix-en-Provence. Et la troisième adresse, c'est Euroméditerranée. Voilà le tiercé. Alors, après, on a des projets industriels. Là, je parle en nombre de projets. On a des projets industriels avec pas mal de monde sur le golfe de Fos. On a des projets du côté du pays de Salon ou d'Aubagne. Mais en nombre de projets, c'est donc le choix du centre. Donc ça, c'est sans doute un phénomène qu'on va continuer à observer. Ce qui veut dire que la stratégie qui consiste à offrir des lieux de travail en centre-ville, j'ai envie de dire dans tous les centres-villes. Dans le centre d'Aix, on le voit, Anaïs n'est pas seule. Nous avons aujourd'hui de très beaux projets qui s'intéressent au centre d'Aix. Nous avons aussi des gens qui veulent être dans le centre de Martigues, dans le centre d'Istres, dans le centre de Salon, dans le centre d'Aubagne. Donc, il va falloir produire une offre dans les centres de nos villes moyennes aussi, de nos 2 grandes villes et de nos villes moyennes. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle tendance. Stan Verlaine, vos perspectives de développement, c'est quoi? Vous avez aujourd'hui, c'est une petite entreprise, vous êtes dans l'innovation. Vous avez quelle perspective aujourd'hui de développement? Écoutez, nous, on est donc depuis qu'on est arrivé, on a la chance, on parlait de cette localisation, donc on a un bureau à Marseille d'une certaine manière, puisque
on est accéléré au sein de The Box. Donc, on avait été sélectionné. Donc, ça me permet d'avoir aussi un pied à Marseille et une proximité avec les acteurs là-bas, et c'est très bien. Et on est hébergé à The Camp. Ça, c'est de l'autre côté, un peu plus nature, effectivement, qui est très agréable aussi et qui me donne un autre panel de ressources et de contacts potentiels. Donc aujourd'hui, on est en train de rencontrer un nombre d'acteurs régionaux pour mettre des références dans la région. On a déjà 3 clients, on a signé 3 clients l'année dernière assez importants. On en a 4 cette année qui viennent de signer, donc on est à peu près dans nos objectifs. On s'appuie sur les dispositifs régionaux pour accélérer, comme on est une boîte, comme vous l'avez mentionné, technologique. On a besoin de continuer à développer la technologie, même si nous avons déjà un produit commercialisé aujourd'hui avec une partie de licence et de service. Donc, on est dans cette montée en puissance et montée en valeur de la société. On est 2 associés aujourd'hui, on est 4 à travailler à temps complet sur le projet. Donc oui, l'idée est de continuer à gravir les échelons, de s'appuyer sur les dispositifs nationaux. Donc, je parle naturellement de la BPI, mais récemment, donc, on était en contact avec Réseau Entreprendre, avec la CCI, avec tous ces acteurs locaux qui vont vous permettre de renforcer vos fonds propres, d'aller chercher des fonds, des subventions, donc d'accélérer votre développement tout en n'oubliant pas qu'il faut naturellement un objectif commercial très clair, des besoins des clients. Donc, toute cette partie écosystème est capitale pour nous. Oui, avec The Camp et The Box, vous avez les 2 pieds dans un écosystème qui fonctionne, qui vous met dans un relationnel technologique important. Oui. Est-ce que vous avez des collègues, je sais pas, de Singapour ou du nord de la France à qui vous pourriez dire, venez, finalement, c'est pas si mal que ça? Alors, j'en fais la promotion, effectivement, avec les gens avec qui je suis en contact. Et à Singapour, j'ai encore pas mal de relais. Alors, on ne peut pas y voyager pour l'instant, mais incessamment sous peu, j'espère. Et d'ailleurs, j'ai partagé très récemment avec Provence Promotion et les équipes les contacts que j'avais à Singapour qui, à mon avis, seraient très intéressés de mieux connaître la région pour, le cas échéant, apporter la bonne parole et le message aux interlocuteurs là-bas. Je pense qu'il y a des Français qui risquent de rentrer après tous ces événements aussi. Et effectivement, je les inviterai volontiers à venir dans la région. Philippe Stefanini, le développement des tiers-lieux, des pépinières, des bureaux partagés, des centres d'affaires en centre-ville, à un moment donné, on en voit s'ouvrir beaucoup. Certains disent il y en a peut-être trop. Finalement, quand on écoute des acteurs comme Stan, on se dit que finalement, c'est peut-être ça qui peut attirer une entreprise de l'extérieur parce qu'elle va tout de suite trouver de quoi travailler. Oui, alors c'est clair pour les startups, mais c'est vrai aussi pour les grands groupes. Alors, dans les axes de développement qu'on a forgés pendant l'année 2020, on s'est associé avec les directeurs immobiliers du CAC 40. Donc, c'est un peu différent de l'ambiance startup, on va dire. Ça porte plus souvent la cravate, comme moi, on va dire. Mais en l'occurrence, les directeurs immobiliers du CAC 40, ils ont affaire à un phénomène, c'est que les cadres des sièges ne vont plus être dans les sièges. Et donc, il faut pouvoir proposer des localisations alternatives avec une particularité, c'est qu'ils ne pourront pas utiliser les espaces de coworking commerciaux pour des raisons de confidentialité. Donc, il va falloir qu'on ait une offre de tiers-lieux corporate. Et actuellement, on voit des initiatives tout à fait intéressantes. Des grands groupes du CAC 40 s'invitent les uns chez les autres, puisque de toute façon, le siège est à peu près vide. Je peux proposer à des gens qui ne sont pas concurrents parce que, par exemple, le siège de Danone est dans le sud de l'Île-de-France, celui d'Engie dans le nord, etc. Donc, on peut proposer de réserver des espaces pour des voisins du CAC 40, on va dire, ce qui permet aux cadres ou aux salariés d'être à proximité de leur domicile. Il faut qu'on fasse pareil sur Aix-Marseille. Donc, on a réuni les entreprises qui ont des grands sièges. On l'a fait avec l'appui de PwC, de la Chambre de commerce. On travaille avec les entreprises qui ont des grands sièges sur le territoire. On travaille avec l'université pour imaginer des tiers-lieux corporate où des grands groupes vont pouvoir avoir un espace qui leur est donné, qui est propre à la marque et qui va permettre à des cadres de faire du commuting au départ de Paris, c'est-à-dire des gens qui vont transférer leur famille sur Aix-Marseille, qui iront travailler 2 jours par semaine au siège à Paris et qui, le reste du temps, seront dans un espace, un tiers-lieu corporate du groupe. Ça, c'est notamment sur le modèle que l'université a réussi avec la Cité de l'Innovation, où finalement l'université héberge l'Occitane et CMA-CGM pour des espaces qui leur sont propres. Donc, on est en train de bâtir ce premier travail avec l'université dans ce sens.
On voit donc que les pendulaires, hein, on les appelait comme ça autrefois, je ne sais pas si le mot est toujours d'actualité, mais c'est ces gens qui vont passer 2 ou 3 jours à Paris ou 2 ou 3 jours dans une ville en province, comme on disait autrefois, et travailler 2 jours, c'est quelque chose qui se répand. Ça vaut dans les collectivités territoriales aussi. Je connais un grand directeur d'une métropole qui a choisi effectivement de travailler à Paris, mais qui définitivement va passer sa vie ailleurs. Donc on a une aspiration quand même à cette vie partagée et où il faut derrière avoir une offre qui corresponde. Ça veut dire que Philippe Stéphanie dit que les professionnels de l'immobilier doivent aussi réfléchir. Je sais que c'est dans leur réflexion. Je sais qu'à la FNAIM, on y réfléchit. Ça veut dire quand même qu'on ne construit pas tout à fait la même chose qu'avant. L'immeuble de bureau vendu en blanc à un investisseur en attendant qu'il se loue, quoi. Il y a notamment des opérations très intéressantes menées par l'établissement public d'aménagement Euro-Méditerranée qui consistent à imaginer dans les immeubles d'habitation un espace professionnel, un étage professionnel. Donc ça, c'est utile notamment pour les commuteurs, forcément, hein, pour ceux qui choisissent d'habiter sur Marseille, mais qui ont le siège de leur boîte ailleurs, à Paris ou à Bruxelles, par exemple, et qui vont donc pouvoir ne pas travailler dans leur logement, mais dans l'immeuble ou dans le quartier immédiatement. Donc ça, ce sont des initiatives tout à fait intéressantes. Hein, donc et effectivement, il y a une transformation. Alors, les directeurs immobiliers du CAC 40 que j'évoquais tout à l'heure, nous travaillons avec eux depuis septembre 2020 sur une prospective baptisée Le futur du lieu de travail. Et je fais un peu de pub. En juin, on va publier avec eux justement le fruit de cette prospective sur le futur du lieu de travail. Et on s'aperçoit que les lieux de travail vont être très divers. Voilà, c'est ça l'enseignement. Et on n'est pas au bout de cette diversité. Il n'y a plus de modèle tout fait. Si les participants qui sont avec nous veulent prendre la parole, ben, ils peuvent se manifester, soit dans la conversation en faisant un petit signe, soit à travers la petite main qui se lève, soit carrément en allumant en ouvrant leur micro et leur caméra. S'ils veulent intervenir, ils sont les bienvenus pour continuer la conversation que nous avons avec nos 3 invités. Je vois personne pour le moment. Je voudrais demander à Anaïs, vous évoquiez la possibilité, le besoin d'avoir des implantations en région. Est-ce que maintenant que vous êtes en région, vous vous dites qu'il faudra qu'on soit quand même ailleurs, ou est-ce que le fait d'être dans ce bain-là, d'être aujourd'hui arrivé à Aix-en-Provence, vous dites à partir de là, ça va fonctionner, on pourra exercer toutes nos fonctions sans... Dernière à Vannes, en Bretagne. Donc, on croit tout à fait dans la possibilité d'avoir un modèle décentralisé. Je pense qu'il faut évidemment voir à l'usage. Il y a notamment des choses qui restent expérimentales autour de la notion de taille critique. Je pense que c'est important d'avoir des bureaux, mais qui est quand même une certaine taille critique. Je pense autour de 20-30 personnes minimum pour pas arriver à une culture d'entreprise complètement un peu floue et en dissolution complète dans le territoire. Aujourd'hui, on reste à Paris parce qu'on était implanté historiquement là-bas et qu'on a beaucoup de salariés qui restent attachés à Paris. Donc, ça aurait été un peu violent de leur exiger un déménagement. Mais pour le business en tant que tel, si on n'avait pas eu d'implantation à Paris à l'origine, je pense qu'on n'aurait pas ouvert de bureau, enfin, on ne garderait pas de bureau ouvert aujourd'hui. On n'a pas de nécessité d'être à Paris qui dépasse le fait d'y être parfois 2-3 jours par semaine. Et ça se règle très bien avec une chambre d'hôtel ou un appartement, pas avec un bureau. Alors, oui, est-ce qu'on peut faire un point sur les délocalisations des industries en France? Est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui auprès de Provence Promotion? Philippe Stefanini, cette fois, on est quand même dans les high-tech. Est-ce que sur le dur, qui est le grand débat aujourd'hui, on le voit sur le médicament, mais on le voit aussi sur d'autres activités, où on se dit qu'aujourd'hui, il y a pénurie dans la microélectronique, il y a pénurie dans l'acier, il y a pénurie dans le plastique. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de nos ressources? Est-ce que vous avez là des axes de prospection et des touches qui peuvent faire revenir sur le territoire des activités industrielles? Alors, effectivement, les derniers mois ont été très riches en nombre de projets industriels. Hein. Là, nous sommes en finale, assez souvent d'ailleurs, en compétition avec Rotterdam. Hein. Ce n'est pas pour rien. On est 2 places industrielles au portuaire. Voilà.
Donc, on leur a arraché l'usine du fabricant chinois de silice à haute dispersion Keshen. Donc, là, on a une autre usine de chimie biosourcée à leur arracher. Donc, je touche du bois. Mon bureau étant en bois, je le touche bien. Voilà, on est en phase finale. Donc, effectivement, des projets industriels plus nombreux, avec une exigence d'économie circulaire. Là, on évoquait par exemple les nouveaux lieux de travail dans le monde des services, de l'innovation, mais dans l'industrie aussi, c'est des nouveaux lieux de travail. Mais c'est bien sûr pour les personnes qui y travaillent, mais surtout pour les échanges d'utilité, d'énergie, de produits intrants. On veut abaisser l'impact écologique d'une nouvelle usine. Donc, il faut présenter quasiment un coworking à l'échelle d'une zone industrielle ou portuaire comme Fos, voyez-vous, où on va partager l'énergie, on va partager les utilités, les services, le gardiennage, la restauration, les laboratoires d'analyse. Voilà, donc tout ça est en cours avec le port, avec la métropole, mais aussi avec les grands établissements industriels, ArcelorMittal, Total, LyondellBasell, Ineos, Chemwan. Aujourd'hui, on joue la carte de la mutualisation. C'est-à-dire que quand un industriel a un projet, il ne va pas le faire seul, il va le faire en liaison avec l'économie circulaire qu'il va pouvoir créer avec ses voisins. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une exigence partout sur la planète. Et on a parfaitement chez nous tous les acteurs qui y répondent. À chaque fois qu'un industriel étranger, nous le retrouvons autour de cette communauté, il est toujours impressionné par le fait qu'il ne va pas être isolé. Et ça, c'est un des points forts de notre offre. Vous avez eu 65 entreprises l'an dernier, mais je suppose que vous avez eu beaucoup d'autres contacts, beaucoup d'autres négociations qui n'ont pas forcément abouti. On va parler un petit peu de ce qui fait mal, c'est le rôle du journaliste, on aime bien mettre le point là où ça fait mal. Qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment donné, ça marche pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous manque sur le territoire vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises quand on est en compétition? On l'a vu avec Bordeaux, avec Strasbourg, avec Lyon, ou avec des villes de l'étranger, avec Amsterdam, etc. Qu'est-ce qui est un point faible qui pourrait bouger et qui pourrait convaincre si on passait ce cap-là? Alors, on a bien sûr un déficit d'image, ça c'est clair. Il faut déjà savoir que quand on est en compétition avec une ville étrangère, on porte le maillot de la France. Et le maillot de la France, en matière d'attractivité économique, il y a du boulot quand même. Parce que vous imaginez que quand un Néerlandais a face à lui un Asiatique, les Néerlandais sont déjà sympathiques. Il y en a un qui travaille chez nous, qui a beaucoup travaillé avec Stan d'ailleurs pour son projet. Mais le Néerlandais est plutôt dur. Donc, il va dire ce qu'il pense des Français à l'Asiatique, par exemple. Il va dire qu'on ne travaille pas, il va dire qu'on prend beaucoup d'impôts, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, déjà, il faut porter le maillot français. Alors, ça ne fait que s'améliorer, mais il faut quand même le porter. Après, quand on regarde plus spécifiquement l'offre de notre territoire, on sait qu'on a un déficit d'aménagement économique. Ça, c'est clair. C'est quoi le déficit d'aménagement économique? Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais quand on regarde les capacités de construction, c'est-à-dire les droits à construire, qui sont gérés aujourd'hui dans des opérations d'aménagement public, il y en a plutôt moins ici qu'ailleurs. Or, une opération d'aménagement public, c'est généralement ce qui rassure l'entreprise, parce qu'elle peut toujours aller dans du diffus, c'est évident, mais c'est mieux si on lui explique qu'il va y avoir un aménagement conséquent. Donc, des opérations comme Euroméditerranée, comme la Constance à Aix-en-Provence, par exemple, ça sont des aménagements qu'il faudrait multiplier sur le territoire. Bien sûr, dans la volée industrielle aussi, donc le Grand Port Maritime de Marseille est en train de s'y atteler. Il va y avoir, je sais, une nouvelle organisation pour l'accueil des implantations d'entreprises avec un travail en amont pour tout ce qui est sécurisation des études environnementales avant qu'on propose un terrain. Donc là, il y a un gros effort, une nouveauté qui va arriver. Voilà, donc il y a un effort d'aménagement économique à mettre vraiment à l'ordre du jour. Oui, pour défricher le terrain, parce qu'on sait que dans le passé, il y a eu quelques incidents, on découvrait quelques problèmes écologiques qui n'avaient pas été soulevés. Donc on a quelques souvenirs. Là, vous dites il faut qu'on offre quelque chose qui soit totalement sécurisé et où on puisse dire vous allez pouvoir vous implanter, c'est fait, on a déjà regardé, on a fait le diagnostic écologique et tout baigne. Voilà, alors bien sûr pour les terrains, mais il y a aussi le plug and play. Je pense que, par exemple, l'offre du campus Théodora, qui est portée par Kevin Polizzi, va être une très bonne offre.
parce qu'elle est située à l'arrivée des câbles Rassurant. sous-marins. Donc, ça veut dire qu'on va proposer des espaces de travail là où la connectivité internationale est la plus forte. Voilà, donc c'est ce genre d'offres qu'il nous faut multiplier. Bien, ben, on arrive à la fin de ce temps d'échange. Je voudrais vous remercier. Donc, merci Anaïs d'avoir choisi notre territoire. Merci à Stan d'être là et bienvenue dans. J'espère que vous allez développer de belles entreprises ici. On en a besoin. Les jeunes attendent avec impatience de trouver de belles boîtes pour dessiner leur avenir ici. Merci à Philippe Stefanini pour le travail remarquable qu'il fait pour attirer des entreprises, quelle que soit la situation. Très heureux de voir que malgré la pandémie, ça n'a pas arrêté l'attractivité du territoire et le boulot des équipes de Provence Promotion. C'était pas donné d'avance. Donc merci et chapeau. Et puis on se retrouvera pour faire le point et régulièrement sur ces activités qui redessinent le paysage économique du territoire de notre belle région de Provence. Merci et à bientôt.